Voilà, eh bien bonjour. Nous allons débuter cette table ronde avec les participants. Voilà, bienvenue Adrien. On, on entend des bruits de fond, donc Je vais enlever mon micro de peut-être suite. d'autres. Mais bonjour à tous. Pardon? Bonjour Adrien. Donc nous étions juste en train de démarrer. Voilà, vous nous entendez toujours Adrien? Je vous entends, bien sûr. Ah oui, vous avez coupé le micro, c'est bien parce qu'il y a du bruit derrière vous. Donc nous allons commencer la table ronde. Donc, qui s'intitule La solidarité. Alors, ce mot, il est important. La coopération, tout aussi important. Et la régénération au cœur de l'écotourisme. Comment est-ce que dans l'activité écotourisme est inclus de manière quasi obligatoire, si on veut vraiment respecter les principes de l'écotourisme, une certaine forme de régénération, soit pour les personnes qui le pratiquent, soit pour l'environnement naturel ou l'environnement patrimonial. Voilà. Donc, moi, je m'appelle Jean-Pierre Lamique. Je suis président de l'Association nationale de l'écotourisme et du slow tourisme. Pour faire simple, nous dirons l'ANEST. Et par ailleurs, j'ai plusieurs autres fonctions. Je suis d'abord et avant tout accompagnateur en montagne, donc sur le terrain de l'écotourisme depuis une quarantaine d'années. Et président fondateur également de l'Association des voyageurs et voyagistes éco-responsables, qui a organisé des grands événements, notamment à propos de l'écotourisme en 2010, 2012 et 2018. Voilà, donc nous allons commencer par présenter le contexte parce que ça n'est pas très simple parfois et pas encore très clair parfois. Qu'est-ce que c'est que l'écotourisme? La petite diapositive. Qu'est-ce que c'est que l'écotourisme? Donc en fait, cette définition, elle a été écrite en 2008, vous voyez, c'est pas récent, par un groupe d'accompagnateurs en montagne qui est au sein du syndicat national des accompagnateurs en montagne qui regroupe 2500 adhérents. Et on a fait une réflexion commune, et je vais vous laisser lire cette définition, qui est la plus exhaustive possible. L'écotourisme englobe les principes du tourisme durable en ce qui concerne les impacts de cette activité sur l'économie, la société et l'environnement, et comprend les principes particuliers suivants qui le distinguent de la notion plus large de tourisme durable. Surligné, il contribue activement à la protection du patrimoine naturel et culturel. Inclut les communautés locales et indigènes dans sa planification, son développement et son exploitation. Contribue à leur bien-être et encourage leur participation. Il propose aux visiteurs une interprétation du patrimoine naturel et culturel au moyen d'une médiation adaptée. Ça, c'est très important. Il privilégie la pratique du voyage en individuel ou les voyages organisés pour de petits groupes. Et pour nous, le petit groupe, c'est inférieur à 12 personnes. Donc voilà pour ce qu'il en est de l'écotourisme. Donc maintenant, pour bien comprendre le sujet qui va être développé au cours de cette table ronde, je vous ai préparé quelques exemples de régénération de la biodiversité en lien direct ou indirect avec l'écotourisme et qui se sont, on va dire, mis en place, ces exemples, ces actions, dès, on va prendre le point de départ 1963, qui est la date de création du premier parc national en France, après pratiquement tous les autres pays. Et donc, en 1963, donc c'est le parc national de la Vanoise, il ne restait plus que quelques dizaines de bouquetins sur ce territoire. Il n'y avait pratiquement pas de rapaces ni de prédateurs. En 1993, 30 ans après, on y trouvait déjà environ 5000 chamois, une forte progression du bouquetin grâce à sa réintroduction, une quasi-saturation du territoire pour l'aigle royal qui commençait à essaimer ailleurs. À la même période, on a assisté au retour naturel du loup, avec 14 ans sans prédation sur les élevages alentours. En 2024, on dénombre aujourd'hui environ 2500 bouquetins. Cette régénération a permis un écotourisme animalier qui emploie aujourd'hui des dizaines d'accompagnateurs en montagne. Sur la seule commune où moi je travaille, en Vanoise, on est une vingtaine d'accompagnateurs à travailler sur ces thématiques. Exemple numéro 2, en 1981, sur le Cosméjean
dans les gorges du Tarn et de la Jonte dans les Cévennes, l'eau de consommation pour la population était polluée par les carcasses de brebis jetées dans des gouffres. Il n'y avait pas de rapaces charognards. Après la réintroduction du vautour fauve, l'eau est redevenue potable, les éleveurs étaient satisfaits par la prise en charge des carcasses. Quelques semaines plus tard, on a assisté au retour du percnoptère d'Égypte et du crabe à bec rouge, ainsi que d'autres espèces liées en fait aux charognes qui étaient exposées pour la nourriture des vautours. Dans les années 90, un écotourisme animalier s'est créé autour de l'observation des vautours, ce qui a généré une microéconomie locale permettant la rénovation de l'habitat traditionnel et pour certains habitants de pouvoir rester vivre au pays. Aujourd'hui, après la réintroduction du gypaète barbu, 4 espèces de vautours planent au-dessus des causses. On dénombre plus de 820 couples nicheurs de vautours fauves et 80 couples de vautours moines qui ont été réintroduits, eux, en 1992. Troisième exemple, en 1969, l'extinction du cheval de Przewalski vivant en liberté dans le monde est annoncée. Quelques années plus tard, en 1990, 3 projets de réintroduction, dont celui de l'association TAC, T-A-K-H, se déroulent sur le Causse Méjean. Aujourd'hui, on en dénombre 2500 à l'état sauvage dans le monde, principalement en Mongolie. On peut visiter le centre où se trouvent des chevaux en semi-liberté sur ce Causse. Quatrième exemple, l'écotourisme en Ouganda a permis le doublement des populations de gorilles en 25 ans, notamment par le fait que pour privilégier l'écotourisme, on a mis en place une préservation et une lutte contre le braconnage. Cinquième exemple, le Costa Rica est l'un des 2 pays tropicaux au monde, avec Cuba, à avoir inversé la déforestation. Les forêts couvrent 60% du Costa Rica aujourd'hui, pour 40% en 1987. Et enfin, le dernier exemple, le nombre de lions ne cesse d'augmenter au Kenya, avec l'abolition de la chasse au trophée en 1977. Voilà, donc maintenant, nous allons vous présenter les divers intervenants qui sont prévus pour vous expliquer beaucoup plus largement les principes du tourisme régénératif. Donc, nous avons Marion Gléréan. Bonjour Marion. Bonjour à tous. Nous avons en ligne... pardon ? J'attends de voir à quel moment on en dit plus. Voilà, après vous avez chacun, après cette diapositive, vous avez chacun un temps de parole, hein, donc vous allez pouvoir compléter votre présentation. Nous avons Maëva Cabanis de Racom. Bonjour Maëva, on ne vous entend pas. Bonjour Maëva. Ah, problème de micro. Ah, voilà. Bon, vous m'entendez ? On va régler le problème. Okay. Oui, ça allait. Merci Maëva. Bonjour. Et nous avons Frédéric Certain de Languedoc Nature qui est en ligne aussi. Bonjour, bonjour à tous. Bonjour Frédéric. Bonjour à tous. Voilà, donc Marion va vous présenter donc sa participation. Alors, une petite question à Marion hein, qui va ouvrir, on va dire, la thématique qu'elle a décidé d'exposer. Donc, outre la régénération de la biodiversité telle qu'on a vu dans les exemples, peux-tu expliquer comment le tourisme régénératif agit sur le participant ? Alors, merci de cette question. Je vais déjà présenter un petit peu mes différentes casquettes et le fait que je suis dans le tourisme depuis 25 ans maintenant. Je suis facilitatrice en intelligence collective et je propose une méthode, un accompagnement par une méthode qui s'appelle concertation avec les vivants. Ça me tient beaucoup à cœur, justement, aussi bien dans mes activités, dans ce que je crée moi, et aussi ce que je veux porter dans le monde du voyage. Et j'ai créé récemment, en fait, c'était l'année dernière, une agence de voyage qui s'appelle Nature Profonde, parce que j'ai observé que nous avions vraiment besoin, nous tous, notre civilisation,
de nous diriger vers une transition, mais de façon volontaire et joyeuse, je dirais, plus que par contrainte. Pour moi, c'est vraiment une nécessité de changer de point de vue et de regard sur la façon d'envisager l'avenir, en fait, que ce soit désirable. Et je me suis intéressée beaucoup à l'approche des peuples autochtones, qui sont souvent considérés comme représentatifs, on va dire, exemplaires en tant que gardiens des écosystèmes. Et donc, il s'agissait de savoir quels enseignements on peut tirer, comment on peut s'inspirer de leur démarche. Et il m'est apparu qu'il y a deux choses très importantes qu'ils soutiennent. C'est d'une part une vision très ancrée dans le fait de faire partie de tout un système, du système Terre, c'est-à-dire qu'ils se considèrent vraiment faisant partie prenante de tout cet écosystème, en fait, avec les interdépendances, etc. Donc, c'est une vision systémique et globale des choses. D'une part, ça c'est la première chose, et d'autre part, ils ont une approche très holistique, dans le sens où c'est pas simplement par la connaissance théorique et mentale et cognitive qu'ils abordent les choses, mais aussi avec une notion d'intériorité et d'extériorité. Et donc, avec ces deux facettes-là, pour moi, il s'agissait de s'inspirer et d'apprendre à comment réapprendre à se relier aux vivants et aux autres qu'humains, et aussi comment réapprendre à valoriser finalement nos sens psychiques, physiques et notre émerveillement pour créer vraiment une relation qui soit profonde et holistique. Et donc tout ça m'a mené à créer... Excusez-moi, Maëva, je crois qu'il y a des diapositives qui vont avec ce commentaire. Est-ce qu'on peut passer la diapositive suivante? Désolée, Marion. Voilà. Je croyais qu'on faisait chacun une petite présentation avant. Oui, j'en suis effectivement à la présentation d'abord. Ah, là, on était parti dans le déroulé après les explications de... Mais j'en ai plus pour longtemps. On passait à chaque... J'ai bientôt fini Parce qu'en fait, on va dans ces explications et comme on a un support visuel, c'est plus simple si on a aussi les textes qui vont avec. Merci. Bon, pour finir en tout cas sur le principe de nature profonde, mon souhait c'est d'aborder les choses avec une nouvelle conception, un nouveau concept de voyage que j'ai appelé voyage écophile. C'est-à-dire qu'on réapprend à entrer en relation avec le vivant et à être vraiment dans cette notion d'affectivité, en fait, d'amour. Écho, notre maison, et file, l'amour. Donc, c'est redévelopper un sentiment d'appartenance parce que, voilà, il s'agissait de trouver des outils pour pouvoir redonner envie de s'investir pour des causes écologiques et plus respectueuses du vivant. Et donc, c'est pour ça que j'en suis venue à me mettre en recherche, en fait, des gens sur notre territoire en France, des gens qui portent cette sagesse, en fait, similaire à celle des peuples autochtones, c'est-à-dire ceux qui portent encore les savoirs vernaculaires de nos régions, ceux qui entretiennent encore des liens affectifs avec des arbres, des paysages, des animaux, et qui peuvent nous enseigner tout ça. C'est ceux que j'appelle finalement les gardiens de nos forêts à nous. Donc voilà, il s'agissait d'identifier les territoires, d'identifier les gens, d'identifier ce que l'on peut faire et enfin de co-créer ensemble, parce que tout part de cette envie de co-créer ensemble, de coopérer, des itinéraires pour co-créer donc des itinéraires et proposer aux personnes de se reconnecter. Donc finalement, le slogan de Nature Profonde, c'est se reconnecter aux sagesses de nos terres. Voilà, c'est vraiment ce que je propose. Merci Marion. Alors, la suite. Merci Marion pour cette présentation.
Alors, à mon tour de me présenter. Donc, je m'appelle Maëva Cabanis. Je travaille chez Euracom depuis près de 2 ans à présent. Alors, Euracom est un cabinet de conseil qui opère depuis plus de 20 ans et qui est spécialisé dans toutes les dimensions de la transition écologique, initialement dans les énergies renouvelables et les mobilités, et depuis 10 ans dans le tourisme. Donc, notre vision, c'est vraiment de transformer le tourisme comme un levier de la transition et maintenant de la régénération. Donc, nous sommes actifs à la fois en France et en Union européenne, et en particulier dans le cadre de programmes de coopération visant à la collecte et à la diffusion de bonnes pratiques au niveau européen et à l'international. Nous sommes également membres du GSTC, qui est le Global Sustainable Tourism Council, et auditeurs pour la fondation Green Destinations. Et en parallèle, nous suivons de près les évolutions réglementaires du secteur au niveau européen, notamment dans le cadre de la directive Green Claims sur les allégations environnementales et ses applications dans le secteur du tourisme. Donc voilà, Euracom est à la fois un cabinet de conseil, parfois un think tank et voire une ONG. Et je dirais que les maîtres mots sont vraiment innovation et impact positif. Et donc au sein d'Euracom, je travaille sur la gestion de projets, le développement et la communication, et notamment sur le développement des projets européens liés à la promotion du tourisme durable et régénératif. Et je dirais, donc, je suis issue d'une formation d'école de commerce avec un master en business créatif et innovation sociale. Et je dirais que vraiment mon expérience chez Euracom fait la synthèse de ma formation, mes centres d'intérêt et mes convictions. Et donc, Euracom me fournit ce terrain de travail pour essayer de traduire une vision commune par rapport donc, au tourisme régénératif et ainsi essayer de faciliter sa mise en pratique dans le secteur. Merci. Merci Maëva. Et notre troisième intervenant, Frédéric. Bonjour Frédéric. Bonjour, rebonjour à toutes et à tous. Alors, Languedoc Nature a vu le jour en 2004. Après un passé dans le domaine de l'agronomie, de l'agroalimentaire, c'était un virage, on va dire, à 360 degrés pour ce qui me concerne. Donc, nous étions arrivés en 98 sur la région languedocienne. On a parcouru bon nombre de contrées de cette belle région, entre les espaces méditerranéens, de garrigues, les zones de Piémont, les vignobles, les montagnes. Et puis, nous a pris l'idée de créer une agence spécialisée sur la région, avec pour optique de présenter tout ce qui nous plaît dans cette région, aussi bien dans sa géographie, sa géologie, ses particularités en termes de patrimoine, de savoir-faire, de production locale. Voilà, et puis on s'est donné comme maître mot, c'est de proposer de l'aventure, dans le sens où on a véritablement envie qu'il y ait un phénomène d'immersion qui se déroule pour chaque participant à nos séjours, une immersion sur un territoire avec des moyens pour découvrir réellement ce qui se déroule sur plusieurs jours durant ces aventures aussi bien sportives que sensorielles. Et susciter au maximum des rencontres et des échanges, notamment au cours des étapes. Alors je dis étapes parce que c'est vrai que nous on est beaucoup axé sur l'itinérance. C'est vraiment notre marque de fabrique. On aime cette notion de déplacement à travers un territoire pour en ressentir tout ce que ce territoire est en mesure de procurer, de donner. Voilà, donc on a beaucoup de séjours qui se déroulent sur des circuits, sur des grands itinéraires. Et puis on est attaché au principe fondateur qui a
qu'a rappelé Jean-Pierre tout à l'heure, au principe fondateur de l'écotourisme, à savoir, certes, on parcourt du terrain, on pédale, on marche, mais on s'intéresse à ce qui nous entoure. Et pour nous, rien de mieux que ceux qui vous accueillent, ceux qui vous guident, pour présenter au mieux tous les petits secrets, tout ce qui fait la richesse de cette région. Voilà un peu notre philosophie du voyage. Et puis, comme c'est présenté dans le slide, c'est vrai qu'on est très engagé au niveau des espaces protégés que compte la région, à travers notre engagement dans les parcs naturels régionaux avec la Valeur Parc, et puis au sein du parc national des Cévennes avec la marque Esprit Parc auquel on adhère depuis maintenant 2 ans. Voilà. Merci Frédéric. Alors, je m'excuse pour le petit bug tout à l'heure. On avait, avant la réunion, inversé un peu les images pour une raison d'organisation. Et donc, j'aurais dû poser ma question à Marion seulement maintenant. Et donc, maintenant, Marion va nous parler de comment entrer en relation avec nos territoires. Oui, merci. Je voulais revenir sur le mot de régénération. Parce que déjà, sur le principe, rien que le mot nature, il veut dire pousser et justement aussi génération dans pas mal de langues en fait. Et régénération, il y a cette notion de réitérer, de revenir à un état antérieur et donc de redonner, de retrouver cet état, cette naissance, cette origine. Donc c'est vraiment une intelligence du vivant qui est partout, qu'on peut observer partout. C'est-à-dire que elle s'observe aussi bien dans les astres et de façon flagrante, nous on en voit le résultat aussi par rapport au rythme des saisons, au cycle des saisons. Elle se traduit aussi dans tous les écosystèmes, le fait que les arbres, les sols, l'air, l'eau ont un cycle de renouvellement. Elle s'opère aussi dans tout ce qui est corporel, que ce soit humain ou autre qu'humain, avec les tissus, avec les organes, avec par exemple la moelle épinière qui peut se renouveler, se reconstituer d'elle-même. Par exemple, on le voit clairement avec des animaux qui peuvent reconstituer toute ou partie de leur corps en fait. Donc c'est cette intelligence-là que l'on cible en fait avec le mot régénération. Elle s'exprime aussi dans tout ce qui est de l'équilibre homéostatique, donc du maintien de la vie dans notre corps. Et ça, souvent, on voit le rôle prédominant des émotions par rapport à tout cet équilibre. Elle s'exprime aussi dans tout ce qui est psychologie, puisqu'on a aussi des processus psychologiques qui permettent ce renouvellement, comme le burn-out, clairement, et les principes de résilience, qui font un peu une sorte de reset. Et enfin, tout ce qui est aussi de l'ordre de la spiritualité, on retrouve des pratiques qui sont très proches de ce principe régénérateur, comme peuvent avoir, on peut dire, les vertus de la méditation, par exemple, ou d'état de transe, d'état modifié de conscience, qui permettent vraiment aussi ce retour à neuf. Donc tout ça, c'est pour introduire le fait que la régénération, c'est vraiment quelque chose de global, une intelligence du vivant sous toutes les formes, et que c'est vraiment aussi prendre en compte cette dimension intérieure que j'invite à faire, que finalement tout le mouvement du régénératif soit, on va dire, profond, et sortent d'une vision qui risquerait d'être mécaniste ou matérialiste. Moi, je me suis vraiment posé la question comment passer de cet état d'avoir plus à cet état d'être mieux. Et en fait, en observant le principe de la régénération, c'est, on va dire, cyclique, même, je dirais, presque spirale. C'est-à-dire qu'il y a une oscillation entre ce qui
l'accélération, on va dire, et la décélération, avec surtout un point où il y a un moment d'immobilité, de pesanteur. Donc il y a vraiment ce passage où on est presque dans l'attentisme, enfin, à pas savoir ce qui se passe, alors qu'en fait, en souterrain, c'est là où tout se régénère. Donc, pour moi, on est vraiment dans un changement de paradigme quand on parle de la régénération, parce que on sort d'une vision de croissance quantitative qui serait toujours montante, et on entre dans une vision où finalement on est plus dans un phénomène cyclique, où on va pouvoir répercuter tout ça sur les entreprises et le besoin de régénération, de faire des bilans, de faire des moments de pause en fait avant de voir qu'est-ce qu'on fait pour la suite, comment on renouvelle tout ça. Donc il y a vraiment une notion d'aller vers de la prospérité qualitative et en fait c'est clairement pour moi un besoin comment dire, de s'appuyer sur déjà les territoires. En tout cas, quand on transpose le principe du régénératif au monde du voyage, c'est s'appuyer sur les territoires pour révéler l'identité, l'essence d'un lieu et comprendre en fait justement tous les mécanismes cycliques qui s'y jouent, pour qu'ensuite le visiteur, quand il vient là, il soit réellement intégré à tous ces processus et qu'il puisse vivre de lui-même et de façon intérieure cette reliance, ce lien à lui-même, ce lien à la communauté, vivante mais aussi humaine et aussi autre qu'humaine, et donc à la globalité en fait, ce lien à ce qui est un petit peu plus grand que lui. Donc c'est, pour moi, le tourisme régénératif est vraiment ancré dans cette proposition de valeur, c'est qu'on puisse accompagner les personnes à développer en elles-mêmes ce processus de régénération et de retrouver cette adéquation avec les lois du vivant. Donc ça, voilà, c'était pour un peu introduire ce qui est pour moi la définition d'un tourisme régénératif. Et j'ai simplement deux notions aussi importantes que j'aimerais aborder dans ce passage. C'est le fait que pour tout ça, il y a vraiment un besoin de changer nos lunettes, nos perceptions et de se poser la question, pourquoi est-ce qu'on a besoin justement de sortir de cette façon de voir les choses, de cette société qui est clairement centrée sur l'humain, qui est anthropocène en fait. On voit que jusqu'à présent, les modernes étaient vraiment dans cette rupture entre l'humain et la nature. Et en fait, ça nous a mené à des attitudes qui étaient vraiment extractivistes, qui étaient de dégrader notre environnement. Et aujourd'hui, il y a un risque d'écueil, on va dire, avec l'écologie, c'est que l'écologie reste finalement fondamentalement anthropocentrée. Et ce risque, ce serait d'être dans des attitudes qui sont simplement de l'ordre de la préservation ou de l'ordre de la compensation, dans le sens où, encore une fois, dans ces schémas-là, on est finalement encore complètement séparé du vivant. Donc, en fait, moi, là où je me suis questionnée, c'est comment on fait pour ne plus être dans cette séparation, ne plus être dans cette domination et vraiment retrouver cette harmonie et cette symbiose, donc aller vers le symbiocène. Parce que finalement, on comprend qu'on est tous sur le même bateau, qu'on partage tous un même espace de vie, toutes les espèces et les humains, et qu'on a tout intérêt à faire converger nos intérêts et à trouver à coopérer ensemble pour retrouver une harmonie et préserver notre lieu de vie, en fait. Donc, il y a vraiment des notions de coexistence, d'interdépendance, d'interaction, de coévolution. Et tout ça, eh bien, ça passe, à mon sens, par réapprendre à changer de perspective. Et ce changement de perspective, en fait, c'est clairement comment on fait pour intégrer
les intérêts et les perspectives des autres que humains, qui n'ont pas la même parole que nous, ou qu'on n'entend pas, nous. Et donc, c'est apprendre à entrer en concertation avec ces autres espèces. Donc, voilà, ça, c'est une valeur que Nature Profonde propose, c'est de réapprendre ça, de réapprendre à être dans cette capacité d'écoute et de perception, parce que c'est justement par ces outils de perception qu'on affine nos interrelations avec les autres humains. Et pour le deuxième point que je voulais aborder, c'est justement ce principe de perception, c'est de redonner de la valeur finalement à toutes nos intelligences, pas seulement l'intelligence cognitive, mentale, comme je l'exprimais au début, et qui nous a menés donc vers toutes les sciences naturalistes et qui sont très riches et sur lesquelles il y a vraiment besoin de se reposer aussi. Mais aujourd'hui, il y a vraiment un questionnement de comment on fait pour retrouver aussi toutes nos autres intelligences, c'est-à-dire l'intelligence corporelle, l'intelligence émotionnelle et l'intelligence spirituelle aussi, qui nous permettent d'entrer en relation. Et donc, c'est restaurer l'enjeu, c'est vraiment ça, c'est restaurer toute la profondeur et la valeur qu'ont nos sens physiques, nos sens psychiques et nos sens, on va dire, d'émerveillement pour entrer en relation. Et voilà, c'est vraiment, je pourrais presque dire que Nature Profonde se veut être une école, une sorte d'école pour réapprendre à rentrer en lien avec le vivant en général. Et je voudrais juste finir par une citation qui me porte beaucoup. C'est une citation de Maya Angelou qui dit « Les gens oublieront ce que vous avez dit. Ils oublieront ce que vous avez fait, mais ils n'oublieront jamais ce que vous leur avez fait ressentir. » Merci Marion. J'avais dû couper mon micro. Nous allons avoir une question de Maëva, si je ne m'abuse. Voilà, Maëva. Alors, j'avais une petite question pour Maëva, initialement, qui était pouvez-vous illustrer le nécessaire lien avec les populations locales, les habitants, on l'a vu, ça fait partie de l'écotourisme, c'est indispensable, et les médiateurs, donc les guides, les agences, les hôtes, etc. Et aussi évoquer les risques de récupération par le greenwashing ou de grosses entreprises avec des intérêts économiques certains. Merci Jean-Pierre. Merci Maëva. Vous m'entendez? Ok. Oui. Alors, effectivement, la régénération est une notion très ancienne, mais une tendance récente qui finalement est assez peu comprise et que l'on voit émerger beaucoup dans le secteur du tourisme récemment. Et donc avec ça, ça entraîne un risque de régène-washing, comme Marion l'avait appelé dans son article sur LinkedIn. Et je pense que toute la subtilité se trouve dans le fait de ne pas prendre la régénération comme un but ou une fin en soi, pas comme une nouvelle case à cocher, un objectif à atteindre, mais comme une trajectoire continue. Donc la question à se poser, c'est est-ce qu'on est sur le bon chemin ou pas? Comme Marion l'a très bien expliqué, la régénération induit une transition vers un nouveau paradigme, et cette transition doit partir de soi pour ensuite pouvoir se transmettre dans l'ADN des nouveaux projets qui vont éclore. C'est très difficile pour l'existant de l'offre touristique d'aller vers la régénération, parce que justement ça demande une modification d'énormément de paramètres et donc un changement assez systémique finalement. Et donc notre mission, notre envie, c'est vraiment de faire en sorte que les fondamentaux et les principes de la régénération, tels qu'expliqués par Marion, s'intègrent dans l'ADN de l'industrie touristique en France et à plus grande échelle.
Effectivement, donc je pense ce qu'il faut retenir, c'est que le tourisme tel qu'il existe ne peut pas s'appeler tourisme régénératif. C'est un oxymore, puisque le terme de tourisme, comme il existe dans la plupart, comme il est pratiqué dans la plupart du monde, n'est pas se fait dans une démarche de profit. Et dans une démarche qui est centrée sur le voyageur et ses attentes. Alors effectivement, il y a des contre-exemples, heureusement, puisque l'idée, c'est vraiment de se rappeler que le tourisme est un outil extrêmement puissant, puisqu'il a le pouvoir de recréer notre rapport au monde, donc aux autres, à soi et à la nature. Et donc, il s'agit vraiment de repenser notre place en tant que visiteur et se replacer en position d'apprentissage, d'observation, d'écoute, et non plus en tant que consommateur. Et c'est là qu'intervient le rôle de l'offre touristique et du système touristique et des acteurs du secteur pour guider et accompagner le visiteur dans un processus positif de sensibilisation et d'éco-responsabilité. Donc, ce qu'expliquait Jean-Pierre plus tôt, la démarche d'écotourisme. Et donc, c'est vraiment là l'importance des acteurs et la responsabilité des acteurs touristiques dans le fait de façonner l'offre touristique à cet égard. Et donc, dans cette démarche, c'est un aspect essentiel, c'est la co-création. Et donc de co-créer avec et pour la communauté, avec et pour les écosystèmes, de manière globale, des projets qui partent du lieu, des populations, des êtres vivants au sens large, et de leur vision pour la destination, pour le lieu de vie, pour l'endroit où ils habitent. Et ainsi, en réfléchissant comme ça, c'est ainsi qu'on peut contribuer à créer une destination attractive, d'abord pour les habitants et ensuite pour les visiteurs qui circulent dans le territoire. Donc, une citation très simple qui résume ces propos à mon sens, c'est A good place to live is a good place to visit. Donc, un bon endroit à vivre est un bon endroit à visiter. Et c'est un peu cela qu'on aimerait développer à travers la régénération dans le tourisme. Ensuite, effectivement, le problème avec le concept de régénération, c'est que il faut faire l'équilibre il faut trouver un équilibre entre pour éviter de faire la théologie de la régénération, mais de réussir à ancrer la régénération dans le réel. Et c'est ça qui est assez compliqué. Donc, comme je l'ai dit, on a une industrie qui est encore très centrée sur le voyageur et ses attentes, et donc il faudrait le défi est de recentrer, de repenser le secteur pour centrer sur les communautés, encore une fois, au sens large, les écosystèmes. Et si je prends l'exemple des communautés locales, des résidents, la question à se poser, c'est de partir des locaux, de donner une voix à toutes les parties prenantes et se demander, OK, que veulent les résidents? Est-ce qu'ils veulent plus ou moins de touristes? Quel type de touristes ils veulent attirer? Comment trouver l'équilibre entre le besoin financier et les impacts liés au surtourisme? Et trouver des solutions ensemble, en se concertant. Et en fonctionnant de cette manière-là, donc à travers cette co-création, on peut prétendre à faire en sorte que l'industrie devienne un partenaire et un soutien pour le bien-être, pour favoriser le bien-être des destinations et de ces écosystèmes. Donc en fait, ce n'est plus... il s'agit de ne plus se demander qu'est-ce que la destination peut apporter au touriste, mais qu'est-ce que le touriste peut apporter à la destination. Et donc, dans cette démarche, il y a de plus en plus d'exemples qui éclosent, même si c'est difficile de trouver des vraies bonnes pratiques de tourisme régénératif, mais il y a beaucoup d'initiatives de rewilding, donc de réensauvagement, de renaturation qui pour moi incarnent
incarne au mieux cet exemple de régénération et de comment le tourisme peut agir comme un outil, un levier en faveur de la transition vers la régénération. Et donc, j'en viens enfin au sujet des acteurs touristiques et de leur responsabilité en tant que médiateurs, puisque ce sont ces acteurs-là qui assurent la rencontre entre les deux mondes, entre le visiteur et le visité, et de s'assurer qu'il y a un échange mutuel réciproque et équitable. Donc, c'est-à-dire d'un côté, ne pas créer de fausses attentes en vendant la destination, en survendant la destination avec une démarche marketing pas très authentique. Il y avait un exemple dans une de nos dernières conférences en baie de Somme qui parlait de... on a évoqué le sujet des personnes qui se rendaient et qui se déplaçaient en baie de Somme exprès pour prendre des photos avec des phoques. Parce que l'ensemble des tours opérateurs mettent en fond d'écran sur leur page internet des photos zoomées de phoques. Donc les personnes s'attendent à pouvoir les voir de près, sauf qu'ils arrivent sur la destination et finalement sur la destination, ils se rendent compte qu'ils ne peuvent pas les voir à plus de 300 mètres et donc beaucoup de touristes sont déçus. Donc c'est un exemple de faux marketing qui entraîne un peu une déception et donc il est important de ne pas romantiser et commodifier les cultures également, donc d'avoir vraiment de l'honnêteté et de la simplicité dans la façon dont on vend une destination, puisqu'il ne s'agit même plus de la vendre mais juste de la partager. Et donc, un autre aspect en tant que médiateur pour les acteurs touristiques, c'est vraiment de s'assurer qu'il y a un véritable échange culturel et pas une extraction à sens unique. Donc, repositionner le tourisme et le touriste et la façon dont on vend la destination. Je pense que c'est vraiment les deux aspects principaux. Et c'est là que les acteurs du secteur touristique ont vraiment ce rôle en tant que point de relais pour également permettre une collaboration intersectorielle. Donc, on parle de coopération dans cette table ronde. Donc, c'est vraiment ce rôle de médiateur qui est hyper important pour permettre l'interconnectivité des flux et des acteurs qui opèrent sur la région et s'assurer que finalement, l'ensemble des parties prenantes reçoivent des bénéfices de l'action touristique. Donc voilà. Donc ensuite, pour finir, le tourisme comme outil vers la régénération, c'est un moyen de créer de la valeur différemment, valoriser ce qu'il peut être, et donc de créer un cercle vertueux où les voyageurs, les communautés locales et la nature coexistent harmonieusement en générant des bénéfices mutuels. Donc c'est cette idée de symbiose et de bénéfices mutuels qui est absolument intrinsèque à ce concept. Donc créer une valeur différente, mais autrement. Donc ce n'est pas un tourisme décroissant, ce qui est important. Au contraire, c'est un tourisme régénérateur et donc qui crée de la valeur différemment. Voilà. Merci beaucoup. On ne vous entend plus. Désolée, merci Maëva. Je voulais faire un petit commentaire ou deux, parce que c'est intéressant tout ce qu'on entend là jusqu'à présent. Oui, moi je suis un fervent défenseur du médiateur, parce que déjà j'en suis un depuis 40 ans, mais aussi parce qu'on les a supprimés un petit peu partout, dans le tourisme classique, notamment à partir de la première guerre du Golfe, et dans le tourisme d'aventure à partir de 1997. Et une bonne partie des dégradations qu'on a pu dénoncer, voire se dérouler sur le terrain, viennent du fait qu'on a supprimé ces médiateurs, parce qu'effectivement, si vous lâchez un touriste au milieu d'un marché, on a Adrien qui est en Colombie, donc
en Colombie ou en Équateur, sans que la personne ne connaisse ni les prix du niveau de vie, etc. Là, vous créez des dégradations, vous créez des augmentations de prix et vous créez un échange qui ne peut être que rapporté à une valeur financière, à l'argent, à des échanges financiers. Donc là, on est complètement en dehors et d'un tourisme qui se veut responsable, durable, et encore moins d'un tourisme qui se veut régénérateur. Une petite réponse à Adrien en live, puisqu'on s'est échangé sur le chat. Vous pouvez échanger sur le chat et aussi poser des questions. À la fin, s'il nous reste un peu de temps, on y répondra de manière la plus précise possible. Donc, le système SEV, SEVDO que j'ai évoqué dans le chat n'est pas un label du tout, hein, c'est juste même un contre-label qui a été créé comme ça en 2010. C'est un système d'évaluation, c'est-à-dire on va sur le terrain, on évalue, on va dire, le séjour, on évalue l'offre, ce qui nous est proposé, et ensuite avec cette évaluation, on est capable de dire oui ou non, on est dans une démarche responsable ou pas. C'est primordial parce que pour nous, on n'a jamais cru non plus à l'avis client comme étant 100% à prendre en compte. Pourquoi? Parce qu'un client, s'il va en Colombie, en Équateur, pour reprendre les mêmes exemples, il n'a aucune idée du système politique, aucune idée du système social, environnemental, encore moins s'il n'y a pas de médiateur. Et donc, du coup, il a pas tous les éléments clés pour pouvoir juger si ce qu'il a fait, c'est vraiment éco-responsable ou pas. Dans bien des cas, c'est super, il a une belle expérience, il est content. Mais derrière, il peut y avoir des dégradations auxquelles il a contribué sans le savoir. Voilà. Donc ça, c'est un petit point pour moi qui est très important parce qu'on l'a vu énormément, notamment dans toutes les destinations du désert, quand il y a eu tous ces problèmes avec le printemps arabe, etc. On a enlevé les médiateurs et là, c'était assez catastrophique pour les Touaregs et pour le désert en général. Donc Frédéric, lui, je vais l'introduire, lui poser une question comme tout à l'heure pour Marion et Maëva, mais avec une petite introduction particulière, c'est que Frédéric a obtenu récemment, donc deux de ses séjours ont été désignés lauréats dans le cadre des trophées du voyage durable, et l'un d'entre eux, particulièrement, c'est intéressant, sur justement le territoire où on a réintroduit les vautours. Et c'est un peu aussi pour ça que je l'avais invité, c'est que quelque part, Frédéric bénéficie aujourd'hui avec son agence de la régénération qui a eu lieu au niveau des vautours. Donc vous voyez, il y a un lien direct. On peut faire de l'écotourisme dans cette partie de France aujourd'hui, en grande partie grâce à cette génération qui, au départ, n'avait pas du tout de lien avec l'écotourisme. C'est ça qui est intéressant. Donc Frédéric, j'avais une petite question pour toi. Tu organises des séjours dans des territoires déshérités depuis 15 ans environ. Donc on a vu 2004, ça fait même 20 ans. Quelles évolutions as-tu pu observer sur le terrain en lien avec ce qui vient d'être expliqué? Alors moi, j'ai tendance à dire que on a depuis maintenant 15-20 ans une prise de conscience qui s'est quand même généralisée dans le monde, je vais dire peut-être un grand mot, mais dans le monde du tourisme. On avait l'impression, lorsqu'on a présenté notre projet, lorsqu'on était comme on dit, dans les cartons, qu'on nous regardait un peu avec des grands yeux, en disant mais vous croyez que vous allez faire venir du monde pour aller observer les petites fleurs, regarder les oiseaux, marcher, etc. Bon, on n'était pas les premiers à proposer ça, mais on avait cette envie d'établir un lien fort entre pratique d'une activité de loisirs de pleine nature et puis rencontre avec un territoire, avec un milieu naturel. Ça, c'était quand même au cœur même de notre projet. Et là, au fur et à mesure, ne serait-ce que à travers nos relations avec les espaces protégés, les chargés de mission de tourisme développement durable de ces espaces protégés, on a senti quand même un élan positif depuis maintenant une petite dizaine d'années. Et on se dit que on était sans doute un petit peu précurseur dans notre vision du tourisme de nature. Alors,
Jean-Pierre, ton allusion à ce séjour autour de la découverte des grands rapaces en Cévennes, c'est l'exemple même, en effet, d'un processus de co-construction avec l'espace protégé, puisque c'est au cours d'une session de réunion autour du tourisme au sein du Parc national des Cévennes qui a été entrepris un processus de rencontre entre acteurs du territoire, acteurs institutionnels à travers le Parc national des Cévennes et puis les professionnels du tourisme de nature pour développer des offres de découverte, de séjour qui aient du sens et qui soient en rapport avec les objectifs du parc. Donc nous, on s'est engagé sur ce séjour d'observation des rapaces en collaboration, en effet, avec ce qu'on a mentionné à plusieurs reprises ce matin, à travers donc des médiateurs, que sont les guides accompagnateurs en montagne, des gens qui, outre leur activité liée à l'encadrement de randonneurs, se spécialisent sur des thématiques particulières. Et là, en l'occurrence, c'était la thématique de l'observation des rapaces qui ont colonisé, voire recolonisé les gorges du Tarn et les Cévennes en général. Donc, entre nous, bien, on a imaginé le contenu d'un séjour. Alors, un séjour, c'est toujours... alors c'est peut-être un gros mot, mais c'est un produit, hein, c'est un produit, mais avec différents types d'approches. Un produit où on va s'adapter à la demande de la clientèle qui n'a pas forcément 8 jours devant elle pour observer les rapaces. Donc il faut parfois faire du 3, du 4 jours. Parfois on n'a pas la possibilité d'explorer toutes les zones et toute la diversité des zones géographiques du Parc national des Cévennes. Donc, on réduit, on concentre sur un espace. Donc, c'est beaucoup d'adaptation, beaucoup de prise en compte, notamment aux capacités de déplacement. Là, il y a encore 8 jours, on avait un groupe où il y avait une personne qui avait des soucis de déplacement. Donc là, pareil, il y a eu une adaptation dans les phases d'approche des sites. Voilà, donc c'est un travail à la fois de terrain, de coordination et puis de prise en compte des possibilités de mobilité des participants. Voilà sur ce sujet concernant le séjour observation des rapaces en Cévennes. Un séjour qui plaît de plus en plus et on est assez fiers de pouvoir porter ce séjour qui est emblématique de cet espace protégé. Alors, Jean-Pierre, tu veux que j'enchaîne sur les différents... Oui, tu peux enchaîner, mais je voulais juste rajouter un petit commentaire. Voilà, je veux dire, moi, tu le sais, c'est un secteur, un endroit, un morceau de territoire qui est très cher à mon cœur, puisque c'est de là dont je suis originaire. Et j'ai pu observer avec les personnes qui ont fait l'observation, qui ont fait la réintroduction, pardon, en 1981. Donc, j'ai pu observer pendant plus d'une semaine avec les gens du FIR, à l'époque, Fonds d'intervention pour les rapaces, et maintenant c'est inclus, je pense, dans la LPO. Donc, je peux dire, je pense que j'ai été le premier touriste, entre guillemets, à pouvoir observer les vautours fauves sur ce causse du Causse Méjean. Et franchement, voir qu'aujourd'hui, on a pratiquement l'objectif de l'époque qui était de 1000, hein, largement dépassé, puisque 820 couples, ça fait plus de 1000 vautours. C'est extraordinaire, voilà, et qu'on puisse en vivre maintenant. Moi, si j'avais eu la régénération 40 ans avant, je serais resté vivre sur ce territoire-là. Je fais partie des gens qui sont partis parce qu'on ne pouvait pas en vivre. Et aujourd'hui, donc,
je suis très touché de voir qu'on peut en vivre et on peut faire de l'écotourisme sur ce territoire parce qu'il y a eu ce genre d'actions qui ont été faites. C'est pour ça que je tiens vraiment beaucoup à ce qu'on parle de cet exemple. Voilà, parce que c'est un des plus beaux exemples pour moi qu'on trouve en France parce que la régénération, elle est à tous les niveaux. On a récupéré de l'eau potable, on a aidé les éleveurs, tout le monde était d'accord, toutes les populations locales ont trouvé un bénéfice à cette régénération. Donc, c'est un des rares cas où on a pu faire l'unanimité aussi au sein des populations locales. Voilà, oui, non, tu peux enchaîner sur les deux autres. Rappelons également que depuis quelques années, il y a un programme de réintroduction du gypaète barbu. Il y a maintenant un peu plus de 30 individus entre les gorges du Tarn et de la Jonte. Là aussi, c'est un exemple pour montrer combien l'implication des acteurs locaux, des associations ont toute leur utilité, toute leur pertinence pour renforcer la biodiversité sur ces secteurs. Alors, comme c'est une question de multiplication, c'est un petit peu à part. Et donc, sur le site de la Nest, il y a un camping qui se trouve à Mervez, qui a mis en place des longues vues pour pouvoir, depuis le camping, observer les nids. Et autour, bien sûr, il y a toute une protection pour que les gens n'aillent pas vers les nids. Mais on peut observer donc la réintroduction du gypaète barbu dans les Cévennes à partir de ce camping qui s'appelle La Cascade. Donc, c'est magnifique. Désolé de t'avoir coupé, Fred. Non, pas du tout. Oui, alors, Jean-Pierre, tu m'as parlé de ton implication historique au sein de cet espace des Cévennes à travers la réintroduction et le retour du vautour fauve. Alors, je fais le lien avec le premier exemple qui est celui d'un site, d'un cause sur lequel on a bon nombre de séjours qui s'y déroulent, à savoir le Cosméjean. Cosméjean, c'est un des causes qui surplombe les gorges du Tarn et de la Jonte. Donc nous, on a un rapport très très fort avec cet espace parce que déjà c'est une esthétique paysagère assez remarquable. Alors après c'est toujours très personnel le rapport esthétique, mais pour moi c'est un des plus beaux causes qui existent. À certains moments de l'année, on pourrait se croire un peu en Mongolie. C'est des espaces très très ouverts, une végétation très rase, le regard porte très loin. Alors nous, on a une relation avec une ferme sur le Causse, la ferme de Sarah Dejean, pour pas la nommer, qui est éleveuse de brebis, et son compagnon est apiculteur. Alors elle se trouve le long d'un sentier qui est très très utilisé par les randonneurs, par les vététistes. Et nous, on met un point d'honneur à créer une rencontre au sein de cette ferme. Donc, alors c'est jamais sous le mode de l'imposition, mais on suggère fortement de prendre contact avec Sarah. Donc, ça se déroule de la façon suivante. On a toujours un petit post-it sur la carte à l'endroit du Freys, pour pas le nommer. Et puis, on demande à ce que les gens, l'avant-veille, téléphonent pour programmer leur visite. Donc, c'est un moment très intéressant parce que Sarah, déjà, est une personne vraiment très, 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 très intéressante dans son rapport à son territoire, dans son rapport à son métier d'éleveuse de brebis. Elle souligne toute l'importance des grands rapaces dans leur rôle d'écarisseur par rapport aux brebis qui succombent sur le Causse. D'autre part, Philippe, son compagnon qui est apiculteur, non seulement sur le Causse, mais également il pratique la transhumance des ruches en Cévennes, ce qui donne lieu à la production de miel très très varié.
et qui fluctuent en fonction des spécificités des territoires concernés, des spécificités de la flore à un certain moment de l'année. Donc on a une belle rencontre et cette parenthèse pour des randonneurs, pour des vététistes, c'est vraiment un point d'orgue dans ce séjour, sachant que l'étape est toute proche puisqu'elle est à 2-3 km ensuite. Donc on termine véritablement bien la journée en s'arrêtant à la ferme du Freist chez Sarah. Alors chez le randonneur c'est assez facile à organiser. Chez le vététiste, alors pour celles et ceux qui ne connaissent pas le profil des vététistes, mais c'est vrai que ce sont des gens qui ont habituellement un profil plutôt marqué sportif, donc de leur offrir une parenthèse écotouristique, des fois c'est pas si évident que ça, mais beaucoup après retour d'expérience nous disent ça a été vraiment un chouette moment. Ça, après 30-40 km de vélo, on s'est arrêté, on a fait une pause et on a pris beaucoup de plaisir à rencontrer ces gens-là et puis à comprendre un peu mieux ce sur quoi on a pédalé toute la journée. Donc ça c'est notre pastille exemple du Cosméjean à travers la ferme du Freist. Un autre territoire sur lequel on évolue depuis quasiment nos débuts, c'est la Margeride. La Margeride, c'est un espace granitique, une épine dorsale d'environ 60 km de long, à l'est du territoire de l'Aubrac, qui est un peu plus connu touristiquement parlant. C'est un coin très sauvage, c'est le pays de Gévaudan, c'est connu pour cette histoire du loup du Gévaudan, dont on s'étalera pas trop. Donc c'est un territoire très sauvage, très peu densément peuplé, et c'est un endroit qui est magnifique pour randonner, pour pédaler, pour skier l'hiver. Et donc nous on a un rapport assez particulier également avec un gîte à la ferme chez la famille Amargé, sur la commune de Arzinc-de-Randon, au lieu-dit le Giraldès. Une famille dont on a connu les parents au début de notre activité. Les parents ont cédé l'activité à leur fille. Et donc, au sein de cette famille, il y a aussi le fils. Ils sont éleveurs de vaches au Brac et en agriculture biologique. Et cette famille ont des qualités d'accueil incroyables, toujours prêts à rendre service. Et puis, ils sont dithyrambiques sur leur façon d'habiter le territoire, leur façon d'élever leurs vaches. Et puis, ils sont très impliqués au niveau respect et puis protection des milieux. C'est ce qui les a amené le père, Alexis, il y a maintenant plusieurs décennies, à s'inscrire dans un programme de préservation des zones humides du Haut-Chapeauroux en implantant un petit cheptel d'auroch. L'auroch étant un bovin, on va dire, reconstitué génétiquement pour se rapprocher de ce qu'étaient les aurochs dans les temps anciens. Alors c'est des bovins pas très lourds, donc qui sont tout à fait adaptés à la préservation des zones humides. Donc c'est toujours assez touchant d'arriver sur les hauts du Giraldès et de croiser tant en ski qu'à pied ou à vélo des animaux bien plus poilus que ceux qu'on voit d'habitude. Et voilà, donc c'est des gens qui pratiquent également d'un point de vue distribution de leur viande, la vente directe. Donc nous on est de fidèles acheteurs de leur viande au Brac. Ils distribuent également en AMAP. Ils essayent également de développer les circuits courts auprès des restaurateurs locaux. Voilà, donc c'est vraiment une très belle étape et tous nos clients qui s'arrêtent chez eux au cours de leur itinérance passent vraiment une très belle soirée. La cuisine est divine également. Donc vraiment
des gens comme ça, on aimerait en avoir à toutes les étapes. Mais c'est un beau moment que de passer les voir et de discuter avec eux. Alors un autre. Un petit, pardon Frédéric, est-ce que je peux juste, avant que tu passes sur le Cap Cyr, préciser une petite chose qui me semble très importante, c'est-à-dire que les loups du Gévaudan dont tu parles, c'était à la base un centre créé par Gérard Menatori, un résistant, journaliste connu pour le Midi Libre, etc., qui était passionné par les loups. Brigitte Bardot lui avait offert plusieurs loups. Il les a élevés, on va dire, ils étaient sauvages, hein, mais il les a élevés dans son terrain gigantesque. Et il a créé ça juste avant, finalement, que le loup réapparaisse de manière naturelle. Et donc, ça a été un des pionniers de la régénération. Et c'est pour ça que je tiens à lui rendre hommage, parce que lui, pendant des années, il faisait visiter, donc moi j'ai fait ça plusieurs fois avec lui, il faisait visiter son parc de manière à montrer qu'on pouvait approcher le loup, que c'était pas un animal dangereux. Donc il avait on parlait des médiateurs tout à l'heure, il avait un rôle de médiateur fabuleux pour la compréhension du loup et un côté militant évident pour pouvoir accepter ce retour qui était sur le point de se faire. Il est mort en 1998, le loup est rentré officiellement en France en 1992, pour moi il est rentré avant. Et du coup, il a vraiment milité pour cette acceptation. Et malheureusement, il a offert son parc à la région de la Lozère, qu'il a rebaptisé Parc du Gévaudan. Donc, en fait, voilà, c'est un petit point noir parce que, bon, je pense qu'il n'aurait pas apprécié de son vivant qu'on fasse référence au Gévaudan à propos de son parc, puisque le but, c'était justement de redonner une belle image au loup. Voilà, un petit aparté qui me semble important aussi sur ce territoire de la Margerie. Et je te laisse nous parler du Cap Cyr, un endroit pour lequel tu as obtenu aussi un prix dans les derniers trophées du voyage durable, mais pas pour le voyage dont tu vas nous parler. Oui, alors le Cap Cyr, donc le Cap Cyr, pour celles et ceux qui ne le localisent pas, c'est un plateau sur les Pyrénées catalanes, tout proche d'un autre secteur qui s'appelle la Cerdagne. Donc on est dans les Pyrénées-Orientales, on est sur un plateau autour de entre 15 et 1700 mètres, entouré de deux grands massifs, le massif versant audois, le massif du Madre, et puis le massif côté PO avec le secteur des Périx, du Carlite, des massifs qui culminent à plus de 2500 mètres d'altitude. Voilà, donc ce grand plateau, c'est vraiment alors, on avait communément l'habitude de l'appeler la petite Sibérie, mais depuis quelques années, alors même s'il y a des épisodes très froids, malheureusement, avec le bouleversement climatique, c'est de moins en moins une petite Sibérie. C'est en aparté. Donc nous, ce qu'on propose sur le Cap Cyr, on a là encore, c'est un séjour de co-construction avec le parc naturel régional des Pyrénées catalanes. On a co-construit donc un séjour écotouristique où là, le maître mot, c'est outre la découverte, mais c'est la mobilité douce pour aller rencontrer, pour aller découvrir. On ne prend pas sa voiture, on marche, on pédale et on explore durant 4-5 jours ce territoire magnifique. Donc là encore, là je fais encore une aparté, mais nous on a vraiment la volonté de s'affranchir au maximum de la voiture lorsqu'on est sur le territoire. On essaye au maximum de privilégier l'arrivée en train. Dans tous nos séjours, on propose le lien direct pour aller simuler son voyage. On présente la gare la plus proche. Et puis ensuite, on ne se déplace qu'à base de mobilité douce dans le cadre de nos séjours. Donc,
Là, on est sur un séjour de randonnée en étoile, donc on va découvrir avec des guides accompagnateurs, que ce soit randonneurs, randonnée pédestre ou VTT. On va découvrir les spécificités du milieu naturel, du patrimoine. Donc on a un moment également géologie avec une guide accompagnatrice qui s'est spécialisée dans la géologie locale. On a un guide VTT qui va emmener les participants visiter des producteurs locaux. Donc là vraiment on a un séjour d'immersion totale. Ça permet véritablement un décrochage complet avec le tumulte du quotidien. On s'établit sur un secteur qui est vraiment propice au décrochage. Et puis on va découvrir ce territoire, que ce soit à pied ou à vélo. Donc vraiment une parenthèse écotouristique sur un temps assez long, parce qu'on le fait durer 5 jours. Merci Frédéric. Tu avais fini? Oui, j'ai fini. Oui. Alors, avant de passer à la diapositive suivante et de parler un petit peu rapidement, parce qu'il y aurait beaucoup plus à dire de l'éco-volontariat, je voudrais juste quand même rappeler donc voilà que Frédéric, c'est un des acteurs principaux de l'écotourisme en France, hein, et il n'y en a pas tant que ça finalement qui ont des agences de voyage exclusivement orientées vers l'écotourisme. Et donc rappeler une chose aussi très importante, c'est de dire que l'écotourisme se nourrit des aménités d'un territoire. Ça, c'est le terme scientifique. Alors les aménités, c'est quoi? C'est ce qui en fait l'attractivité. Donc l'écotourisme, s'il se nourrit des aménités, il n'a pas du tout vocation à les détruire, évidemment. Ce qui s'est fait dans beaucoup d'autres endroits, notamment en montagne avec les sports d'hiver. Donc l'écotourisme, au moins du moins, va ne pas générer de dégradation pour conserver les aménités et de plus en plus essayer même d'en créer des aménités. Et c'est pour ça que, par exemple, au sein des accompagnateurs en montagne que tu as cités, on a beaucoup de vrais scientifiques, on a des géologues, comme tu l'as dit, donc des gens qui vont apporter des connaissances, des savoirs et qui vont en même temps œuvrer très souvent au sein d'associations à côté de leur activité professionnelle pour la préservation. Parce que tout est lié, donc on préserve, on crée des aménités, des attractivités supplémentaires et après on peut organiser des séjours d'écotourisme. Voilà. Tout ça c'est très lié, c'est pour ça que j'ai choisi le titre La régénération au cœur de l'écotourisme, parce que effectivement, très souvent, on s'appuie sur le fait que l'environnement naturel et humain n'ait pas été dégradé, mais qu'en plus, il peut offrir plus que ce qu'il ne pouvait faire auparavant, parce que des gens ont œuvré pour ça. Donc, je pense qu'on a donné quelques exemples. Donc maintenant, on va passer à la petite diapositive de l'éco-volontariat. Et c'est un cas particulier, l'éco-volontariat, c'est souvent très mal compris aussi, c'est souvent confondu avec le volontariat. Il y a des textes, des articles qui sont parus récemment, qui sont vraiment très néfastes pour les gens, les acteurs engagés, parce que pour faire l'éco-volontariat, il faut vraiment être engagé. Donc ça, je tiens à souligner. On avait au sein de Voyageurs et Voyagistes éco-responsables une des pionnières, elle était docteure en biologie, donc on n'allait pas vraiment lui apprendre ce que c'était que la biodiversité. Et malheureusement, elle a quitté le secteur par ses écrits, par ses articles qui ont fait des amalgames et qui n'ont pas su discerner, on va dire, ce qui peut être des axes qui peuvent représenter des actions très condamnables au sein du volontariat et qui n'existe absolument pas en principe dans ce qu'on appelle l'éco-volontariat. Donc en 2018, on a créé les premières rencontres internationales de l'éco-volontariat à Grenoble. On a réuni 8 des principaux
on va dire, des principaux opérateurs. L'événement a même été financé en partie par l'un d'eux qui fédère un peu l'ensemble. Et la semaine dernière, on a décerné un prix de l'information à Laurence Dupont, qui a commencé comme étant volontaire il y a 15 ans en arrière et est devenue maintenant, on va dire, une des personnes les plus actives dans le domaine de l'éco-volontariat, puisqu'en même temps, elle a rédigé 2 ouvrages sur ce sujet-là. Donc, l'éco-volontariat apporte dans son ADN depuis toujours la notion de régénération, puisque les actions qui sont menées, c'est toujours avec des éco-volontaires qui sont pas des touristes, surtout pas, qui sont des gens qui s'engagent. Alors parfois même quand les ONG qui organisent ça sont reconnues d'utilité publique, elles peuvent, la mission peut être, on va dire, défiscalisée. Il y a des cas comme ça. Donc ce sont souvent des actions de réintroduction, comme par exemple les chevaux de Przewalski qu'on a évoqués tout à l'heure. Pendant longtemps, Céline Arnal de Si Belle Planète, donc la personne dont je parlais, avait des séjours pour préserver les chevaux de Przewalski en Mongolie. Et puis, c'est très, très efficace aussi, par exemple, pour tout ce qui est sauvegarde des tortues marines, parce que les tortues marines, si on ne protège pas les œufs sur la plage quand ils sont pondus, ensuite, il ne reste pas grand-chose comme petites tortues qui vont se jeter à l'eau. Donc là, le rôle, on va dire, de l'éco-volontariat est primordial. Ou la protection des cétacés aussi, parce que très souvent, il y a du dérangement, il y a des bateaux, il y a tout ce qu'on veut. Et du coup, ça génère des fois des morts accidentelles de cétacés par le dérangement ou par ce à quoi on pense pas trop, les sous-marins. Par exemple, à Tenerife, là où il y a donc beaucoup de cétacés, l'Espagne a interdit la circulation des sous-marins parce qu'elle s'est aperçue que certaines baleines remontaient trop vite et du coup, comme un plongeur qui remonte trop vite, décédait suite à cette remontée trop rapide. Donc, l'éco-volontariat, c'est un petit peu à part. Et d'où, avec l'association des voyageurs et voyagistes éco-responsables, on a été vraiment impliqués à 100% dans l'éco-volontariat, on l'est toujours. Et on a porté donc les 2 chartes qui fédèrent et qui organisent, on va dire, un éco-volontariat responsable et des comportements d'éco-volontaires responsables. Donc ces 2 chartes, on les trouve en ligne, elles sont accessibles. Donc voilà pour ce qui concerne l'éco-volontariat. On ne va pas citer de nom, mais on peut facilement trouver, on va dire, les gens qui sont vraiment impliqués avec des actions. Alors, juste un petit détail aussi, c'est que l'éco-volontariat, souvent, c'est venir en aide à essayer de régénérer des systèmes, des écosystèmes ou la faune dans des endroits qui peuvent être éloignés. Donc, bien sûr, ça va générer effectivement d'y aller en avion. Voilà, mais ça fait partie pour nous des cas particuliers. C'est-à-dire que c'est pour une bonne cause, sauf une partie de la faune de certains pays ou de la biodiversité. Et donc là, on n'est plus dans la promenade du touriste qui va prendre l'avion pour aller photographier je ne sais quel site reconnu. Voilà, il nous reste une petite dizaine de minutes avant de conclure. Donc, si on peut passer à la diapositive suivante, Maëva. Présenter un peu rapidement donc l'Association nationale de l'écotourisme et du slow-tourisme, qui est organisatrice de cette table ronde et dont on n'a pas parlé en introduction pour laisser du temps. 2 minutes et ensuite après, si les participants veulent poser des questions, elles sont les bienvenues, vous pouvez les poser dans le chat et on y répondra. Donc l'Association nationale d'écotourisme et du slow-tourisme est née il y a 3 ans maintenant, pratiquement jour pour jour. Frédéric d'ailleurs en était membre fondateur, Marion en est adhérente. Nous sommes maintenant une trentaine de structures, c'est pas on va dire des personnes physiques essentiellement qui constituent la NEST, mais plutôt des structures. Alors ça peut aller de l'hébergement à des grosses structures, puisque membre fondateur de la NEST, on a une association connue au niveau international, donc que j'ai évoqué, Voyageurs et Voyagistes éco-responsables, et on a une fondation qui date des années 60-70, qui s'appelle la FACIM,
Fondation pour les actions culturelles en montagne, qui est membre fondateur. Donc ça, on en est très très fiers, hein, parce que la FACIM fait un travail remarquable en termes d'écotourisme au niveau essentiellement de l'art baroque, hein, de tous. Ils ont créé des escapades baroques. Hein, c'est un peu la remise à plat de la manière de visiter des édifices. Hein, on arrête un peu le style. Ici, vous avez Saint-Nicolas, là, vous avez Sainte, voilà, je ne sais quoi. Et non, c'est vraiment mis en récit, mis avec des animations, avec des fois de la musique baroque dans les églises, dans les chapelles. Donc, c'est extraordinaire. C'est aussi une manière de faire apprécier aux gens ce qu'ils voient, mais en y participant cette fois. Donc, voilà. Et puis, on avait aussi, comme grosse association, fédération, donc l'ANSEF, Association nationale des centres, écoles et foyers de ski de fond, qui date de plus de 40 ans en arrière, et qui est pour nous, hein, avec les accompagnateurs en montagne, hein, c'est à peu près de la même époque, les années 80, qui sont les réels, on va dire, pionniers, hein, de l'écotourisme en France. Et que je ne cesse de remettre à l'honneur, parce que très souvent, voilà, on oublie qu'il y a eu ces pionniers il y a 40 ans en arrière qui ont ouvert beaucoup de voies. Voilà, alors, les questions pour Frédéric Certain. Est-ce que tu peux lire, Frédéric? Oui. Pourquoi, pour aller plus loin dans l'objectif de retisser des liens avec les séjours d'immersion, ne pas intégrer une partie du parcours avec des animaux, chevaux, ânes, si le terrain pour... Oui, ben ça, je l'ai pas évoqué, mais les ânes, c'est en effet possible. On a un partenaire sur place avec qui on a eu de nombreux contacts dans le cadre de séjours de randonnée nordique, qui l'été propose des randonnées avec des ânes bâtés. Donc on a en effet intégré l'idée pour intégrer donc la présence d'ânes si par exemple on a une famille avec des enfants en bas âge. Donc là aussi ça fait partie des adaptations de nos métiers d'artisans du tourisme. Juste pour compléter, donc au sein de la Nest, on a aussi le Pact for Wildlife. D'ailleurs, aujourd'hui, je suis chez elles, parce que ce sont deux jeunes femmes qui ont fondé cette association qui est remarquable et qui a pour objet de défendre la cause animale, que ce soit les animaux de bas dont on parle là ici, que ce soit les animaux sauvages, dans le cadre du tourisme. Donc c'est très important, c'est récent et voilà, ça permet aussi d'intervenir si on voit des utilisations d'ânes, par exemple, qui portent des personnes, comme on l'a vu, 80 kilos sur un âne. Non, ça c'est pas du tout possible dans l'écotourisme. Voilà. Merci à Xavier donc pour son petit commentaire très sympathique. Je voulais juste terminer en demandant donc si ah oui, alors une dernière chose concernant la Nest, son objectif principal c'était de créer un lien unique, une URL unique, objectif plus qu'ambitieux, je vous l'accorde, pour regrouper toutes les offres d'écotourisme en France. Et je dois dire que dans le dernier mois qui vient de s'écouler, avec pratiquement 21 jours de reconnaissance de terrain, on a quand même bien avancé vers cet objectif. On est à une centaine de séjours présentés sur le site. On estime à 2000 le jour où on aura à peu près réussi à atteindre cet objectif. Donc vous voyez, il y a encore du chemin à parcourir, mais on avance très 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 vite et ça nous fait vraiment plaisir. Donc il nous reste 4 minutes a priori. On va peut-être faire 5 si besoin. Peut-être un dernier mot, Maëva, Marion, Frédéric, avant de clôturer. Oui, moi je veux bien, volontiers. Je voulais juste resynthétiser un petit peu les enjeux pour le monde du voyage par rapport à cet élan de la régénération. En remerciant déjà Maëva et Frédéric pour à la fois leur définition et puis leur illustration de ce principe de co-créer justement sur les territoires avec vraiment tous les acteurs
Moi, c'est vraiment ce qui me porte de pouvoir accompagner les structures à faire cela et à faire cela du coup en élargissant le regard aux autres que humains. Et un second enjeu, selon moi, c'est donc cette offre qui doit être vraiment dans cette relation du visiteur, au rythme du vivant du territoire et à cette implication de la relation à soi, aux autres et à plus grand. Et pour ça, pour moi, les activités, en tout cas, qui sont dans les voyages que je propose, c'est essentiellement de la sylvothérapie, des personnes qui vont être justement médiateurs, mais sur un plan plus de connexion intérieure, mais qui vont faciliter cette connexion parce que cette prise de conscience, elle viendra de l'expérience de la personne aussi intérieure, en fait, avec le vivant. Donc, il y a plein de possibilités d'émerveillement avec des gens qui font des contes aussi, des balades contées, des gens qui sont pisteurs aussi, qui permettent justement de trouver les pistes, comme on a beaucoup parlé d'animaux. Et dernier point que je voulais aborder sur les enjeux, c'est pour moi le monde du voyage a vraiment une responsabilité dans le sens où finalement toutes les personnes qui se dirigent vers ces activités de régénération ont tout intérêt à d'abord faire un premier pas, de se connecter vraiment et de vivre cette régénération en eux-mêmes. Donc pour moi le monde du voyage a vraiment cet enjeu, cette finalité aussi de sortir justement d'une finalité entre guillemets touristique et d'être support pour que les personnes adoptent plus facilement ces fonctionnements internes et à grande échelle et que ça concerne finalement tous les secteurs économiques. Donc c'est s'appuyer finalement sur le monde du voyage pour changer d'état d'esprit et de fondement pour aller vers une société plus régénérative. Voilà. Je vous remercie en tout cas de votre écoute. Merci. Je voulais juste remercier aussi Nous sommes vivants et puis faire une petite parenthèse en disant que je vais être présente sur les ateliers de cet après-midi puisque Nature Profonde a été choisie pour incarner justement cette mise en application de Nous sommes vivants. Maëva? Oui, merci beaucoup Dernier Marion mot. pour cette conclusion. Moi, je pense qu'un aspect que j'aimerais... Alors, excusez-moi, il y a des travaux à côté. Un aspect que j'aimerais juste développer pour conclure, c'est vraiment la différenciation entre la régénération et la durabilité, qui est un des points un peu cruciaux avec le développement de cette tendance de régénération. Vraiment, de comprendre que la régénération a vocation à quelque chose de beaucoup plus grand, beaucoup plus ambitieux et holistique, et qui n'est pas... Donc, là où la durabilité visait à maintenir, préserver et minimiser les impacts positifs, la régénération, pour la régénération, la vision régénérative, ça, c'est un acquis. Donc, on part de l'impact positif net pour ensuite proposer en plus une amélioration active des conditions environnementales et sociales. Donc ça, par exemple, avec l'exemple de l'éco-volontariat que vous aviez évoqué tout à l'heure, Jean-Pierre, c'est aussi quelque chose qui se voit à travers la dimension de l'approche métrique des indicateurs, des objectifs de développement durable et des certifications qui sont des très bons outils, des très bonnes bases pour justement mettre un pied dans cet univers et savoir avoir un point duquel partir. Mais il y a ce risque, il y a un gros risque de s'enfermer dans les certifications, d'avoir coché la case et se dire que bon, bah, c'est bon, là où la régénération, c'est vraiment, on accepte que c'est un processus continu et presque infini de développement, de progression, d'amélioration, et où on se concentre du coup plus que sur les certifications, sur le partage d'histoires de succès qu'on peut potentiellement échanger et transférer d'un pays, d'une destination ou d'une structure à une autre, et sur les résultats observables. Et enfin, il y a aussi
Donc la façon dont on considère la destination et comment, au lieu de la vendre aux voyageurs, au lieu de vendre l'expérience, l'offre touristique aux visiteurs, effectivement, on va privilégier des approches plus sincères comme le storytelling, comme évoqué par Marion dans les expériences contées où on va vraiment partager une histoire, raconter une histoire pour pouvoir faire ressortir l'essence du lieu, parce que c'est de là que tout doit partir en fait. Voilà. Merci beaucoup, merci à tous. Merci Jean-Pierre. Merci Maëva. Un petit mot Frédéric pour finir. Et puis après, je conclurai rapidement. Il nous reste 2-3 minutes. Oui, donc moi j'aime ce genre de table ronde parce que ça montre combien il existe de manières d'entrevoir un écotourisme varié, vivant et en finalité pertinent. Les pratiquants du tourisme, les pratiquants de l'écotourisme, les pratiquants de l'aventure en pleine nature, ils ont tous des manières différentes d'arriver sur nos territoires, différentes manières de voir et d'apprécier ce qu'on leur propose. Et nous, on s'est donné comme maître mot de démocratiser justement cette approche de l'activité touristique. Ne pas la cantonner au cercle des initiés, au cercle des chevronnés. Donc nous, toute notre volonté, toute notre énergie, elle passe par cette volonté de faire découvrir ce qui nous semble le meilleur à notre clientèle avec une approche variée de manière à toucher le plus grand nombre. Parce que je pense qu'on aura réussi lorsqu'on aura trouvé les bons moyens de toucher les personnes, pas forcément sur des termes qui leur sont étrangers, mais en touchant leur sensibilité, en les rassurant. Et ça, c'est de l'accompagnement. Et voilà, donc c'est complexe, c'est un travail du quotidien. Et voilà, donc c'est ce qui fait le sel de mon métier d'artisan du tourisme. Voilà, c'est ce que j'ai envie de faire partager aujourd'hui. Merci surtout pour ton engagement, qui est très ancien. Un petit dernier mot du coup. Donc, je suis très d'accord avec Maëva sur le point que le tourisme régénératif, va bien au-delà de la durabilité. D'ailleurs, j'ai publié 3 ouvrages portant le mot durable dans le titre, et pour moi, je ne l'utilise jamais parce que pour moi, ça n'existe pas, le tourisme durable. En revanche, oui, je pense que, comme on l'a prouvé, si on a les bons ingrédients, on peut effectivement régénérer les écosystèmes, la faune, la flore, et soi-même, comme nous l'a montré Marion aussi, et un rôle très important pour l'humain qui participe, pour le participant. Voilà. Je voudrais quand même terminer en essayant de montrer aussi qu'il y a beaucoup de déviance vis-à-vis de l'écotourisme. L'écotourisme, c'est pas le bel écologe de luxe, désolé. C'est pas le bel hébergement insolite construit avec des matériaux qui sont pas du tout écologiques, etc. Ce qu'on essaye parfois de nous faire croire, c'est pas les nuitées à 500 ou 600 euros. Frédéric nous a rappelé que il y a aussi un volet démocratisation, donner accès à des gens simples, à des gens de proximité. Donc les tarifs qu'on utilise en général dans l'écotourisme n'ont rien à voir avec ceux du tourisme classique, tout simplement parce qu'on n'a pas les mêmes marges et qu'on utilise des produits simples, des produits locaux qui ne sont pas margés non plus par la grande distribution. Donc contrairement à ce qu'on peut souvent entendre, lire
l'écotourisme est plutôt beaucoup moins cher que le tourisme classique. Et ça, c'est aussi un message à faire passer. Donc, faire de l'écotourisme, c'est surtout donner du plaisir à des gens, leur proposer des séjours qui ne pourraient pas, on va dire, s'organiser par eux-mêmes. Voilà, c'est aussi beaucoup ça. Et je pense que c'est vraiment le message aujourd'hui qu'il faut faire passer. Et surtout, contrairement à un titre aberrant du journal Reporter, le tourisme écologique n'existe pas. Eh bien, si, messieurs, mesdames de Reporter, le tourisme écologique n'existe pas parce que c'est une invention, ce mot, hein, mais par contre, l'écotourisme, le tourisme régénératif, le slow tourisme, on n'en a pas parlé, mais au sein de la Nest, on a des acteurs du slow tourisme remarquables. Voilà, ça existe. Ça existe et ça existe depuis plus de 40 ans. Voilà, donc ça, c'est vraiment le message à faire passer. Un grand merci à Christophe Hernandez, Adrien Ruffino, voilà, les gens qui ont envoyé des petits messages sympathiques sur notre chat et qui ont participé à leur niveau aussi à cette table ronde. Voilà, je ne sais pas, Maëva, on va peut-être attendre qu'Adrien finisse d'écrire avant de couper la liaison. Je ne sais pas si Adrien est en train d'écrire effectivement. Oui. Eh bien, Adrien, un grand merci. À plus tard, oui, voilà, à plus tard. Ah, sur Paris, pas vraiment, mais à plus tard. À bientôt et merci aux intervenants. Merci à Maëva qui, en fait, a géré, comme vous avez pu le constater, et créé ce document ce soutien, on va dire, avec des mots. Voilà, très bien fait et très agréable et surtout qui nous permet aussi voilà, d'avoir un fil conducteur. Bon, même si des fois il y a des petits couacs, c'est pas grave. Voilà, on y est arrivé et j'en suis très heureux. Et un grand merci à Jérémy Dumont qui s'est donné un mal de chien pour organiser cet événement du 28 mai. Et pour nous avoir aussi invités en tant que pionniers quelque part hein, de ce tourisme dont on parle, puisque c'était là la question des lauriers, hein, c'est de dire voilà, on invite les gens qui ont déjà compris ce que c'était que la régénération et qui l'utilisent et qui la mettent en place dans leurs offres. Voilà, donc sur le site de la Nest, vous trouverez dans le petit onglet qui mentionne donc les séjours et les expériences en écotourisme ou en slow tourisme, vous trouverez quelques offres déjà. Alors évidemment, c'est qu'un début parce que on est vraiment des pionniers et vous trouverez déjà des offres hein, qui peuvent, on va dire, représenter ce tourisme-là, dont d'ailleurs des offres de Marion. Voilà, et de Frédéric. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, une bonne continuation et donc oui, à très bientôt. Voilà, on lâche rien. Ah, il y a Géraldine qui écrit quelque chose, on va peut-être attendre de voir ce qu'elle nous dit. Et Adrien aussi. Ouh là là, ça se bouscule. Merci Géraldine pour tous ces encouragements, c'est ça qui nous fait avancer. Merci Adrien. Et merci donc à tous ceux qui ont participé à cette table ronde. Voilà, merci. Un grand merci. Allez. Bonne fin de journée. Merci Bonne beaucoup. journée. Au revoir. Au revoir. Au revoir.